portrait d'une femme libre et engagée. Notre association, l'association des chercheurs de l'université Panthéon-Assas, est très heureuse de vous recevoir pour une nouvelle conférence sur la théoricienne du politique qui ne se considérait pas comme une philosophe et dont la pensée, dense et lumineuse, continue d'éclairer le début du XXIe siècle. Après avoir étudié, sous le prisme de la liberté, la question du préjugé racial, en présence notamment de Katia Genel, Antonia Grünenberg, Arthur Guézanga, puis sa relation au-delà des scandales avec Martine Heidegger, en compagnie de Martine Lebovici, Emmanuel Faye et Aurore Emregen, que nous sommes toujours très heureux de recevoir. Nous examinerons cette année un autre aspect de la pensée de Hannah Arendt, davantage juridique. En effet, le droit occupait une place essentielle dans sa réflexion, empreinte d'une grande sensibilité, notamment pour les apatrides ou les réfugiés. Et elle avait donné une définition de la liberté absolument extraordinaire, cette formule, le droit d'avoir des droits. Pour cette conférence intitulée « Le droit dans la pensée de Hannah Arendt », nous recevrons aujourd'hui Aurore Emregen et Léonore Bazinak. Donc tout d'abord, Aurore Emregen, chercheuse au laboratoire de changement social et politique. Merci une fois de plus d'être présente parmi nous, c'est toujours un grand bonheur. Et tu vas intervenir sur le sujet suivant, Arendt et les droits de l'homme. Aurore. Merci Johan et bonjour, merci pour votre invitation. En fait, effectivement, je vais aborder cette question en rappelant que Hannah Arendt propose une critique des déclarations des droits de l'homme du XVIIIe siècle dans le dernier chapitre de l'impérialisme qui constitue la deuxième partie des origines du totalitarisme. Alors, elle développe ce qu'elle appelle les embarras suscités par les droits de l'homme dans le cadre d'une analyse du déclin de l'État-nation. Et d'après elle, la destruction des deux États multinationaux de l'Europe d'avant-guerre, la Russie et l'Autriche-Hongrie, a fait naître deux groupes issus des régions de la vieille Europe, les minorités et les apatrides. Alors les souffrances de ces deux groupes, pendant la période de l'entre-deux-guerres, sont radicalement différentes des autres et se caractérisent justement par la perte des droits de l'homme, ces droits conçus comme inaliénables. Alors Arendt met en évidence la façon dont l'absence d'un gouvernement, pour les représenter et les protéger, les a contraints soit à vivre sous le coup de la loi d'exception des traités sur les minorités, soit dans des conditions d'illégalité absolue. Et elle montre que le droit correspondant à cette perte, là je la cite, qui n'a jamais été même mentionné au nom des droits de l'homme, ne saurait s'exprimer dans les catégories du XVIIIe siècle. Pour Arendt, il n'existe qu'un seul droit humain, le droit d'avoir des droits, d'être reconnu comme membre d'une communauté politique organisée et d'avoir la capacité de faire valoir certaines revendications. Le droit d'avoir des droits est devenu une expression bien connue qui traduit la situation critique des apatrides, des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes déplacées, c'est-à-dire la situation de ceux qui ont été exclus du cadre dans lequel on est jugé en fonction de ses actes et de ses opinions. Alors comment comprendre l'actualité de cette notion et pourquoi Arendt critique-t-elle l'idée d'homme au nom de laquelle l'égalité politique des droits a été accordée? Pour aborder ces questions, je commencerai par rappeler son analyse du déclin de l'État-nation avant d'examiner son lien avec ce qu'elle appelle les paradoxes des déclarations des droits de l'homme. Et enfin, je tenterai de montrer dans quelle mesure cette notion paraît toujours pertinente aujourd'hui. Alors pour commencer avec la question du déclin de l'État-nation,
La désintégration de l'État-nation commence après la Première Guerre mondiale, avec l'apparition du problème des minorités créé par les traités de paix et l'ampleur prise par l'afflux massif d'apatrides que l'État-nation ne pouvait ni intégrer ni protéger. Ce qui apparaît alors de façon évidente est l'incapacité structurelle de l'État-nation à garantir aux hommes l'égalité des droits lorsque les personnes à protéger sont apatrides et présentes en masse. Et la raison en est que l'État-nation ne peut fonctionner que si certaines conditions factuelles sont réunies, en l'occurrence la trinité peuple, territoire, État. Lorsque ces conditions manquent, l'État-nation ne peut faire autrement que de bafouer son principe fondateur d'égalité des citoyens devant la loi. Alors Arendt précise que l'existence des minorités n'est pas un phénomène nouveau. D'après elle, la nouveauté réside dans la permanence de l'institution de la minorité, c'est-à-dire le fait que des millions de gens se sont mis à vivre à l'écart de toute protection juridique normale et qu'il fallait les placer sous la protection supplémentaire d'un organisme extérieur chargé de leur garantir des droits élémentaires. Alors, les traités sur les minorités affirmaient textuellement que seuls les nationaux pouvaient être citoyens et bénéficier de l'entière protection des institutions légales. Quant aux personnes de nationalités différentes, il fallait appliquer une loi d'exception, à moins qu'elles ne soient complètement assimilées et coupées de leurs origines. Alors, Arendt explique que la première grave atteinte portée aux États-nations, par suite de l'arrivée de centaines de milliers d'apatrides, a été d'abord l'abolition du droit d'asile, qui était un symbole des droits de l'homme dans le domaine des relations internationales. Alors, le droit d'asile était reconnu depuis très longtemps déjà par le droit médiéval et il protégeait à la fois le réfugié et la terre d'asile des situations où les gens étaient contraints de devenir hors la loi en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. Or, d'après Arendt, le droit d'asile a été ressenti pendant la période de l'entre-deux-guerres comme un principe incompatible avec les droits de l'homme, avec les droits internationaux de l'État. N'existant dans aucune loi écrite, constitution ou accord international, puisque même le pacte de la Société des Nations ne le mentionne pas, il partage à ce titre, dit Arendt, la destinée des droits de l'homme, qui ne sont jamais devenus loi, mais ont mené une existence plus ou moins floue, comme recours dans des cas individuels, exceptionnels, pour lesquels les institutions juridiques normales étaient insuffisantes. Alors, quant au deuxième grand choc subi par le monde européen avec l'arrivée des réfugiés, il est lié à la prise de conscience qu'il était impossible de se débarrasser d'eux ou de les transformer en nationaux du pays d'asile. Dès le début, dit Arendt, tout le monde avait remarqué que les deux seuls moyens de résoudre le problème étaient la naturalisation ou le rapatriement. Alors, la naturalisation des étrangers, c'est une procédure de cas par cas qui ne peut s'appliquer que dans des situations limitées en nombre. Et là, aucune administration européenne ne pouvait régler le problème d'une naturalisation en masse. Quant au rapatriement, il était impossible aussi, puisque les États dont les réfugiés avaient été chassés ne les considéraient plus comme leurs ressortissants. Donc l'État-nation s'est avéré structurellement incapable de fournir une loi pour ceux qui avaient perdu la protection d'un gouvernement national. Les réfugiés se retrouvaient par conséquent littéralement hors la loi, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus aucun statut légal. Et cette situation de hors-la-loi implique le règne de l'arbitraire, qui comporte lui-même deux faces, dit Arendt, la charité et la police. C'est-à-dire que quand on est dans le règne de l'arbitraire, soit on est confronté à la charité, soit soumis à la charité, soit à la police. Donc, pour ce qui concerne d'abord la charité, elle signifie que la protection des réfugiés dépend de la bienveillance d'organismes caritatifs internationaux qui peuvent à tout moment décider d'arrêter leur action. Quant à la police, elle devient la seule instance susceptible de se charger des réfugiés au sein de l'État. Et Arendt affirme que pour la première fois en Europe occidentale,
la police a reçu de l'État-nation les pleins pouvoirs pour agir de son propre chef et contrôler directement les gens. Elle a cessé ainsi d'être un instrument destiné à faire respecter la loi pour devenir une instance gouvernante, indépendante du gouvernement et des ministères, de sorte que finalement un pouvoir quasi discrétionnaire est accordé aux détenteurs de la violence dans l'État pour toute une partie de la population. Alors Arendt pointe une autre conséquence qui est la suivante, c'est-à-dire que pour regrouper les réfugiés, l'État-nation a mis en place des camps d'internement. Alors ça a été le cas en France, notamment à Gurs et Argelès, pour les réfugiés de la guerre d'Espagne. Au moment de la déclaration de guerre, le gouvernement français a utilisé ces camps pour y rassembler les ressortissants de puissances ennemies considérés comme suspects. Alors le problème que pose l'existence de ces camps est moins, dit Arendt, la façon dont les internés y sont traités, parce que certains camps d'internement pouvaient assurer nourriture, hébergement et soins médicaux à des réfugiés. Donc le problème est moins la façon dont les internés y étaient traités que le fait qu'ils devaient la prolongation de leur vie à la charité et non au droit. Alors, la désintégration de l'État-nation se repère ici sur le fait que, sur son propre territoire, une population se trouve rassemblée, de telle sorte que les actions menées en sa direction sont orientées donc non pas par le respect d'une loi, mais par l'arbitraire des fonctionnaires de police ou des organisations caritatives. Or, l'État-nation ne peut exister une fois que son principe d'égalité devant la loi a cédé. Sans cette égalité juridique, qui est prévue donc pour remplacer les lois et l'ordre de l'ancienne société féodale, la nation se dissout en une masse anarchique d'individus sur- et sous-privilégiés. Ce qui signifie que les lois ne sont pas égales pour tous et constituent des droits et des privilèges, ce qui entre en contradiction avec la nature même des États-nations. Moins ils parviennent à traiter les apatrides en personnes légales, et plus l'arbitraire exercé par les décrets de la police est important, et plus ces États sont tentés de priver les citoyens de statut juridique en les gouvernant au moyen d'une police omnipotente. Donc c'est dans ce cadre-là, de déclin de l'État-nation, qu'Arendt examine ce qu'elle appelle les embarras suscités par les droits de l'homme. Donc c'est le deuxième point que je vais aborder. Alors, peut-être pour bien comprendre déjà la nouveauté des déclarations du XVIIIe siècle, il faut rappeler que dans les sociétés traditionnelles, primitives ou médiévales, la tradition s'impose à l'individu sans qu'il ne l'ait choisi. Louis Dumont a bien montré dans ses ouvrages d'anthropologie comparée que la tradition s'impose sous la forme d'une transcendance radicale à laquelle les hommes obéissent comme ils se soumettent aux lois de la nature. Alors, la hiérarchie s'impose comme si elle faisait partie de l'ordre naturel du monde et elle apparaît comme émanant d'une source supranaturelle ou divine. Donc, quand la hiérarchie est le principe du vivre ensemble, aucune autorité humaine ne peut être perçue comme une source normative. Et la rupture avec l'Ancien Régime aboutit à l'affirmation de l'homme comme principe et comme valeur, ce que Tocqueville appelle l'individualisme moderne. Alors cette individuation qui est à l'origine de la démocratie est d'abord une contestation collective des hiérarchies tenues pour naturelles et de l'argument d'autorité. Ce qui signifie que l'homme n'entend plus recevoir ces normes de la nature des choses ou de Dieu, mais prétend les fonder lui-même à partir de sa raison et de sa volonté. Alors, d'après Arendt, en proclamant, je la cite, que désormais l'homme et non plus le commandement de Dieu ou les usages de l'histoire seraient source de loi, la déclaration est devenue un instrument de protection face à la souveraineté de l'État, protection qui est devenue nécessaire donc à une époque où les individus n'étaient plus à l'abri dans les conditions où ils étaient nés. Donc les droits de l'homme, en fait, ont été déclarés inaliénables et irréductibles à tout autre droit ou loi, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'invoquer une quelconque autorité pour les établir. C'est-à-dire que l'homme apparaissait
désormais comme souverain unique en matière de gouvernement. Et de plus, Arendt souligne aussi qu'aucune loi spéciale n'était jugée nécessaire pour protéger ses droits, puisque toutes les lois étaient supposées en découler. Donc la souveraineté du peuple était proclamée au nom de l'homme, si bien que ses droits inaliénables semblent trouver leur garantie tout naturellement et devenir une part inaliénable du droit souverain du peuple à s'autogouverner. Autrement dit, à peine l'homme venait-il d'apparaître comme un être complètement émancipé et autonome, qu'il disparaissait aussitôt pour devenir membre d'un peuple. D'où l'affirmation d'Arendt, selon laquelle la déclaration de droits humains impliquait d'emblée un paradoxe, puisqu'elle se référait à un être humain abstrait qui n'existe nulle part. De sorte que toute la question des droits de l'homme s'est trouvée liée à la question de l'émancipation nationale. Et seule la souveraineté de leur propre peuple semblait être capable de mettre les hommes à l'abri. Alors, les problèmes soulevés par cette identification des droits de l'homme aux droits des peuples est apparu au grand jour après la Première Guerre mondiale. En effet, alors que les droits de l'homme étaient supposés indépendants de tout gouvernement, il s'est révélé qu'au moment où des êtres humains se retrouvaient sans gouvernement propre, il n'y avait plus aucune autorité pour les protéger et plus aucune institution prête à les garantir. Alors je cite Arendt, « Les droits de l'homme, en principe inaliénables, se sont révélés impossibles à faire respecter, même dans les pays dont la Constitution se fondait sur eux, chaque fois qu'ils sont apparus des gens qui n'étaient plus citoyens d'un État souverain. » Alors, d'après Arendt, la première perte que ces sans-droits ont subie a été celle de leur patrie, c'est-à-dire la perte de la trame sociale dans laquelle ils étaient nés et au sein de laquelle ils s'étaient aménagé une place dans le monde. Alors, ce qui est sans précédent, ce n'est pas la perte de patrie, mais l'impossibilité d'en retrouver une. C'est-à-dire que plus un seul endroit sur Terre ne peut accueillir les émigrants sans les faire tomber sous le coup des restrictions les plus sévères. Et cela, ce n'est pas un problème d'espace, c'est un problème d'organisation politique. Je cite à nouveau Arendt, « Le genre humain, depuis si longtemps conçu à l'image d'une famille de nations, avait atteint le stade où quiconque était exclu de l'une de ces communautés fermées et soigneusement organisées se trouvait du même coup exclu de la famille des nations. » Donc ça, c'est la première perte subie par le sans-droit. La seconde perte était celle de la protection d'un gouvernement, ce qui impliquait la perte de tout statut juridique dans tous les pays. Donc les apatrides se trouvaient ainsi en dehors de toute légalité, dans une situation pire que celle des étrangers ennemis, qui étaient encore indirectement protégés par leur gouvernement du fait des accords internationaux. Alors, de même que la perte de la patrie, la perte de la protection d'un gouvernement n'est pas un phénomène sans précédent. Les pays civilisés offraient le droit d'asile à ceux qui, pour des raisons politiques, avaient été persécutés par leur gouvernement. Cette pratique a relativement bien fonctionné pendant tout le XIXe siècle et même au XXe, même si elle n'a jamais figuré officiellement dans aucune constitution. Mais les choses se sont compliquées lorsqu'il est apparu que les nouvelles catégories de persécutés étaient bien trop nombreuses pour être traitées selon une pratique destinée à des cas exceptionnels. De plus, les nouveaux réfugiés étaient persécutés non pas à cause de ce qu'ils avaient fait ou pensé, mais parce qu'ils étaient nés pour toujours dans la mauvaise catégorie de race ou de classe. Donc c'est ce constat qui conduit Arendt à affirmer que le grand malheur des sans-droits est d'avoir cessé d'appartenir à une communauté. C'est-à-dire que leur problème n'est pas l'égalité devant la loi, mais qu'il n'existe pour eux aucune loi. Je la cite à nouveau. Être fondamentalement privé des droits de l'homme, c'est d'abord et avant tout être privé d'une place dans le monde qui donne de l'importance aux opinions et rende les actions significatives. C'est-à-dire que les gens qu'on prive des droits de l'homme ne perdent pas le droit à la liberté,
mais ils perdent le droit d'agir. Ils ne perdent pas le droit de penser à leur guise, mais le droit d'avoir une opinion. Et Arendt écrit « Nous n'avons pris conscience de l'existence d'un droit d'avoir des droits, ce qui signifie vivre dans une structure où l'on est jugé en fonction de ses actes et de ses opinions, que lorsque des millions de gens ont subitement perdu ces droits, sans espoir de retour, par suite de la nouvelle situation politique globale. Donc, ce qu'ils ont perdu, c'est une communauté désireuse et capable de garantir des droits. Et c'est bien la perte de toute structure politique qui exclut l'homme de l'humanité. Pour Arendt, la conception des droits de l'homme fondée sur l'existence d'un être humain en tant que tel s'est effondrée lorsque ceux qui s'en réclamaient avaient précisément perdu tout le reste de leur qualité, si ce n'est qu'ils demeuraient des hommes. Et elle écrit « Le monde n'a rien vu de sacré dans la nudité abstraite d'un être humain ». Donc, alors que les déclarations étaient censées pouvoir protéger un homme ayant perdu son statut politique, en réalité, c'est le contraire qui se produit. Et Arendt insiste sur le fait qu'un homme qui n'est rien d'autre qu'un homme, perd précisément les qualités qui permettent aux autres de le traiter comme un semblable. Alors, ce qui est paradoxal est que cette perte survient, écrit-elle, au moment où une personne devient un être humain en général, c'est-à-dire sans profession, sans citoyenneté, sans opinion, sans acte par lequel elle s'identifie et se particularise. Et donc au moment où elle apparaît comme différente en général, ne représentant rien d'autre que sa propre et unique individualité, qui, donc en l'absence d'un monde commun, où elle puisse s'exprimer et sur lequel elle puisse intervenir, perd toute signification. Donc je voudrais donc, dans un dernier temps, tenter d'examiner l'actualité de cette analyse d'Arendt. Alors, je vais m'appuyer ici sur un article de Daniel Lochac, qui est, donc, vous connaissez certainement, juriste, et qui a écrit un texte qui s'appelle « Migrants et réfugiés hier et aujourd'hui » dans le cahier de Lerne qui est sorti en 2020, nous avons coordonné avec Martine Legovici. Et donc, Daniel Lochac examine cette actualité au regard des changements intervenus depuis le moment où Arendt a écrit Les origines du totalitarisme. Alors, d'après elle, malgré ces changements, l'antagonisme entre l'État-nation et l'État de droit demeure. Alors, je rappelle que pour Arendt, l'État a été contraint, au nom de la volonté du peuple, de ne reconnaître pour citoyens que les nationaux, et de ne garantir la pleine jouissance des droits civiques et politiques qu'à ceux qui appartenaient à la communauté nationale par droit d'origine et effet de naissance. Ce qui signifiait, dit Arendt, que l'État se transformait partiellement d'instrument de la loi en instrument de la nation. Alors justement, d'après Daniel Lochac, si la forme État-nation continue à faire obstacle à l'exercice de leurs droits par les étrangers, on ne peut plus affirmer aujourd'hui que, à l'instar du droit d'asile, comme le disait Arendt, les droits de l'homme ne sont jamais devenus loi, mais ont mené une existence plus ou moins floue, comme recours dans les cas individuels, exceptionnels pour lesquels les institutions politiques normales étaient insuffisantes. En effet, d'une part, la Convention de Genève de 1951 a apporté aux réfugiés une protection moins précaire que ce qu'Arendt appelle les arrangements sans portée contraignante de l'entre-deux-guerres, et d'autre part, parce que plusieurs instruments internationaux affirmant l'universalité des droits de l'homme ont vu le jour à partir de 1948, de sorte qu'on ne peut plus désormais en refuser purement et simplement la jouissance aux étrangers. Mais justement, c'est au moment où les États ont commencé à reconnaître des droits nouveaux aux étrangers que les politiques migratoires, menées depuis une quarantaine d'années par les pays occidentaux, ont empêché cette évolution favorable de produire ses effets. Alors, des violations de droits censés être fondamentaux et indérogeables se multiplient et les politiques de fermeture des frontières sacrifient par exemple le droit de vivre en famille, de travailler, de se soigner, de quitter son pays,
de ne pas être enfermés arbitrairement, de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Et de plus, l'enfermement des étrangers est devenu un élément constitutif des politiques d'immigration et d'asile, avec des motifs aussi variés que avoir franchi ou tenté de franchir illégalement des frontières, s'être maintenu illégalement sur un territoire, ou encore, dans le cas des demandeurs d'asile, attendre l'examen de sa situation. Or, l'enfermement, l'éloignement forcé et la vulnérabilité constituent un terreau pour les pratiques attentatoires à la dignité humaine, parmi lesquelles les conditions de vie dans les campements informels, les violences et humiliations infligées aux personnes enfermées, les viols, le travail forcé. De sorte que, malgré les progrès réalisés sur le terrain de la protection internationale des droits de l'homme, depuis la fin de la guerre, l'évolution amorcée dans les années 90 et qui a trouvé son paroxysme en 2015 a replongé le monde, et l'Europe en particulier, dans une situation qui présente certaines similitudes avec celle de l'immédiate avant-guerre. Alors dans les années 90, on a évoqué pour la première fois depuis la fin de la guerre la crise du droit d'asile. Alors cette crise revêt deux significations différentes en fonction des protagonistes. C'est-à-dire que pour les défenseurs du droit d'asile, elle fait référence à la réaction des États occidentaux qui revient à restreindre considérablement la portée de ce droit jusqu'à le priver de son effectivité. Alors, la crise du droit d'asile, pour ce qui concerne les gouvernements, sa signification réside dans la forte croissance de la demande d'asile qui provoque l'engorgement des mécanismes destinés à l'examen individuel des demandes. De plus, les personnes qui affluent vers l'Europe sont perçues dans leur grande majorité comme des migrants économiques cherchant à utiliser de façon abusive la protection de la Convention de Genève. En réalité, les nouveaux réfugiés qui viennent de pays pauvres sont soupçonnés de fuir la misère plutôt que la persécution. Et cette réaction des pays européens a atteint son paroxysme donc au moment de la crise migratoire de 2015 face à l'afflux de réfugiés venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan ou d'Érythrée. Alors Daniel Lechac montre bien comment, malgré le changement de contexte juridique, donc les droits de l'homme et le droit d'asile ont été placés sous la protection de la communauté internationale, mais malgré ce changement de contexte juridique, les États ont usé de différentes stratégies pour contourner leurs obligations de protection des réfugiés, jusqu'à vider la Convention de Genève de sa substance protectrice. Par exemple, la Déclaration universelle de 1948 proclame que, je cite, « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. » Mais elle ne prévoit pas d'obligation corrélative pour les États de l'accueillir. De même, la Convention de Genève énonce un principe de non-refoulement et exige au minimum que la personne qui se présente à la frontière en demandant protection ne soit pas refoulée avant examen de sa demande. Alors c'est certainement ce qui explique en partie le fait que les législations européennes ont justifié le renvoi des demandeurs sans examen ou après un examen superficiel des demandes en avançant des notions comme celle de pays d'origine sûre ou de demande manifestement infondée. D'où aussi la tentative des États pour stopper les flux de réfugiés en amont de leurs frontières. Et la stratégie de contournement de la Convention de Genève comporte ainsi plusieurs volets. D'abord, une politique restrictive de reconnaissance du statut. Ensuite, la multiplication des obstacles visant à empêcher l'arrivée des réfugiés aux frontières de l'Europe. Et enfin, la délocalisation de la protection. Sur ce dernier point, on constate notamment que les États occidentaux sous-traitent à des pays tiers le contrôle des frontières et la responsabilité de l'accueil des demandeurs d'asile qui se retrouvent ainsi enfermés dans des camps pendant des durées indéfinies. Donc le sort des réfugiés marque un recul par rapport aux acquis de l'après-guerre.
Mais, comme le précise Daniel Oshak dans son article, la situation ne peut pour autant s'analyser comme un retour pur et simple à ce que décrivait Hannah Arendt. C'est-à-dire que la question des réfugiés s'inscrit désormais dans le contexte plus général des rapports Nord-Sud et les enjeux politiques et idéologiques s'effacent devant des enjeux de nature économique. D'où cette situation paradoxale. Le discours officiel des gouvernements des pays occidentaux présente les réfugiés comme plus dignes d'attention que les migrants économiques, alors que dans les faits, ils subissent encore plus l'impact délétère de la politique de fermeture des frontières. Alors, pour terminer, je voudrais évoquer la question des camps, qui sont toujours, malgré le changement de contexte, des lieux regroupant les personnes que Hannah Arendt a appelées les sans-droits. Et de ce point de vue, il semble important de ne pas faire d'amalgame ou de comparaison trop rapide. C'est-à-dire que si on retrouve dans certains camps d'étrangers des traits caractéristiques des camps totalitaires, comme la coupure avec le reste du monde, les atteintes à la dignité, la dénégation du droit ou encore le règne de l'arbitraire, on ne peut les assimiler purement et simplement. Comme l'affirme Arendt, et elle insiste sur ce point, il y a une différence irréductible entre les deux. C'est-à-dire que les systèmes totalitaires sont fondés sur l'existence des camps, alors, ce qui n'est pas le cas des États-nations, même s'ils en ont mis en place. Les camps d'étrangers ont pour objectif de retenir, refouler ou maintenir à distance, mais ils ne visent pas à réduire en servitude ou à mettre à mort, même si la mort y est présente. Donc, les individus qui y sont enfermés sont en trop, au sens où l'on ne veut pas les accueillir, mais ils ne sont pas assimilables aux humains superflus dont parle Arendt et auxquels le totalitarisme a dénié la qualité d'homme. Mais pour autant, ces constats ne sont pas rassurants, c'est-à-dire que si les camps d'étrangers n'ont pas pour but de priver les migrants de leur humanité, l'indifférence de l'opinion occidentale s'explique au moins en partie par le fait qu'elle ne se sent pas concernée par le sort de cette autre humanité rendue largement invisible par l'enfermement et la mise à distance. Et c'est ce qu'explique aussi Daniel Oshak, c'est-à-dire que les personnes encampées semblent avoir perdu le droit d'avoir des droits, ce qui constitue un point de convergence avec les camps totalitaires. De sorte que l'enfermement n'est pas la cause, mais la conséquence de la privation de droits. C'est parce que les migrants sont déjà privés de droits, à commencer par la liberté de circuler, dont la privation entraîne celle de tous les autres droits. C'est pour cette raison qu'il est possible de les enfermer dans des camps et d'entériner l'exclusion des règles applicables à une humanité dont ils ne font pas partie. En ce sens, l'analyse arendtienne du droit d'avoir des droits permet de comprendre à bien des égards ce type de situation. Mais la garantie de ce droit pose question. Comment peut-elle être mise en place? Ce droit pourrait-il être inscrit dans l'ordre juridique international? Voilà, c'est une question que peut-être je soumets à la discussion et pour laquelle vous aurez peut-être des idées en tant que juriste, qui en tout cas méritent d'être posées. Merci.